Voilà. Vous êtes tous prêts, on y va? Monsieur le maire, on y va? On y va. Allez. Monsieur le maire, merci de nous recevoir. On est dans les locaux de la mairie d'Olioul et vous avez accepté de nous parler de l'hôtel de ville. Oui. Et vous avez accepté qu'on discute ensemble pendant 1 heure, faire votre connaissance pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Est-ce que vous savez pourquoi vous vous appelez Robert? Il vient d'où ce prénom? Ce prénom, eh bien, il était très à la mode à ce moment-là. Je suis né en 1943. Donc, ma maman, peut-être elle a été inspirée par des amis plus âgés qu'elle, et qui a notamment une qui a eu un Robert et un René. Eh bien, elle aussi, elle a eu un Robert et un René. C'est vrai, Oui, votre frère et vous, c'est un frère, René? C'est un frère, René. Et j'ai un troisième frère, mais qui est arrivé bien plus tard, qui s'appelle Marc. Donc vous étiez 3 garçons. 3 garçons. Et votre nom de famille, d'où vient-il? Alors, Beneventi, donc, il vient de la région Émilie-Romagne. Donc, c'est une grande région. Hein, d'Italie? L'Italie, bien sûr. Et au niveau de, pas très loin, si vous voulez, de Modène. Et pas très loin également d'un village qui s'appelle Montecreto. Qu'est-ce qu'ils y faisaient, les Beneventi, à Montecreto? Ils étaient donc. C'est un village où il y a beaucoup de Beneventi. Vous allez au cimetière, il n'y a que des Beneventi. Donc, et il y en a beaucoup, mais après, les Beneventi, ils sont partis un peu partout. Hein, donc, il y a même une association du monde, hein, Beneventi in the World, aujourd'hui, qui a été organisée sur Facebook par Ernie Beneventi, qui est aux États-Unis. Hein, donc, bon, c'est marrant, comme ça, on en découvre un peu partout. Ouais. Alors, Beneventi, l'origine du nom, ça peut, si on va au niveau du latin, c'est Beneventum. Beneventum, c'est un bon événement. Une bonne nouvelle, un bon événement. Ça veut dire un bon événement, voilà. Quel événement a ramené votre famille ici? Parce que vous êtes né ici? Moi, je suis né ici, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus jusqu'à Olioul? Eh bien, il y a plusieurs choses. D'abord, ils sont allés en Algérie. C'était vos parents ou vos grands-parents? Les grands-parents. Les grands-parents, ils sont allés en Algérie parce que, bon, il fallait trouver du travail. Donc, il y avait un petit peu de travail en Italie, dans une usine hydroélectrique. Mais c'était un travail d'été, je crois, oui, un travail d'été. Et le travail d'hiver, ben, il n'y en avait pas. Donc, ils étaient dans la région de Tébessa. Mon grand-père, il travaillait à Tébessa, voilà. Et lorsqu'il venait en Italie pour travailler à l'usine hydroélectrique, ben, il laissait ma grand-mère à Tébessa. Et ma grand-mère a eu 4 enfants, dont mon papa, bien entendu, qui s'appelait Anchisio. Anchisio? Anchisio, oui, ça vient de la mythologie grecque, Anchise. Qui c'est dans la mythologie? Je crois que c'est le fils de Zeus, ou un des fils. Oui, il avait de l'ambition quand même pour lui. Bon, je suppose, oui. De la part de ma grand-mère, oui. Je suppose, oui. Et donc voilà, il est né à un petit village à côté, à Indiba, près de Tébessa. Oui. Donc il est né en Algérie, c'est l'Algérie française. Française, oui. Lorsqu'il a eu l'âge d'être au service militaire, ils lui ont demandé de choisir sa nationalité. Donc il a choisi la nationalité française. Il a été même mobilisé pendant la guerre. Il a été mobilisé en Corse. C'est pas vrai. Oui, en Ça Corse. alors. Mais bon, donc il a fait son service là, et lorsqu'il a été démobilisé, eh bien il est resté en Corse pour travailler un petit peu. Et là, il a commencé à être chauffeur de 2 marchands juifs qui faisaient les marchés en Corse. Alors du coup, il a connu toute la Corse, parce qu'il faisait tous les villages. Eh oui. Tous les villages partout. Il adorait, chaque fois il m'expliquait, il adorait la Corse, c'est bon, c'est bien. Et à un moment donné, la raison pour laquelle ils ont fait ça, je ne sais pas, mais ils ont voulu créer quelque chose. Il y a 2 sœurs, un frère et lui, donc 2 garçons, 2 filles. Oui.
Et ils sont venus ici à Olioul. Et à Olioul, ils ont acheté dans les rues, là, le bar du Bon Coin. Il n'existe plus, ce bar du Bon Coin. Ouais. C'était dans la vieille ville, hein, le bar du Bon Coin, avec bar, hôtel, restaurant. Donc ils ont géré ce bar du Bon Coin en famille, à 4, pendant un certain temps. Pas très très longtemps, mais pendant un certain temps. Mon père, quand il était le dernier garçon le plus jeune, après il y a eu une fille, Elvire, qui a vécu jusqu'à 102 ans. Magnifique. Qui était la plus jeune. Lui, il faisait le chauffeur, transporteur de matériaux. À l'époque, il conduisait des camions. Et je ne vous dis pas les camions, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Pas de conduite assistée, c'est ça que vous voulez dire. D'une part, mais d'autre part, il n'y avait même pas de pneus. C'était des camions avec des roues en caoutchouc, des galettes, voilà, comme ça. Et donc, l'arbre de transmission, c'était une chaîne, une grande chaîne. Ça veut dire que la chaîne, de temps en temps, il y avait des maillons qui cassaient, il fallait les réparer. Enfin, bref, il m'expliquait tout ça. C'était bien. J'adorais ces explications, tout ce qui m'a... Oui. Vous l'avez connu transporteur, vous l'avez connu livreur, etc. Ou il vous a raconté tout ça? Ah, il me l'a raconté, oui. Oui, parce que ça, c'était avant la guerre. Oui. Pendant la guerre, il s'est associé au notaire de Sanary, qui s'appelle Maître Granet. D'ailleurs, l'étude de Maître Granet existe toujours à Sanary. Il s'est associé avec l'achat d'un camion. C'est-à-dire que le camion lui appartenait à moitié, et l'autre moitié appartenait au notaire. Et lui, il conduisait le camion. Voilà, ça c'était pendant la guerre. Il était basé à un endroit qui existe toujours, et qui était à l'époque le dépôt des tramways, parce que on en parle beaucoup des tramways dans l'aire toulonnaise, mais il n'y en aura pas. et là, à ce moment-là, il y avait déjà un tramway, et ce tramway il montait jusqu'au Bossé, et arrivé à Olioul, il bifurquait. Il y avait une branche qui allait vers Sanary et l'autre qui allait vers Toulon. Et celle qui allait vers Sanary allait jusqu'au dépôt des tramways, qui s'appelait la FICAT. Aujourd'hui, c'est là que nous avons le tennis municipal olioulais. Il existe toujours le bâtiment d'origine. Et puis, bon, mais comme tous les garçons, il faisait à l'époque, la mode, c'était de promener sur la place Jean Jaurès à 3 ou 4 garçons qui se tenaient en brassette, comme ça. Ils faisaient toute la place dans un sens et toute la place dans l'autre. Oui, comme des pans un peu. Voilà, ils promenaient comme ça, et puis on se racontait des trucs et tout. Et là, il a rencontré une jeune fille qui venait d'Italie aussi, toute jeune, Laurie Caponi. Cette Laurie Caponi, elle est venue rejoindre son frère, qui était déjà là, Pietro, parce que sinon elle ne serait pas partie, elle n'avait que 17 ans. Donc elle est venue ici, à Olioul, et Pietro, lui, il cultivait les fleurs, il faisait les fleurs pour un propriétaire. Et donc, disons, Laurie a rencontré donc Anquisio. Coup de foudre. Coup de foudre, voilà. Sur la plage Jean Jaurès. C'est l'effet Olioul. Hein. Oui, c'est l'effet Olioul. Ça, il faut le dire. Ils se sont mariés ici et ils habitaient dans la rue Hoche. C'est une vieille rue d'Olioul, dans la rue Hoche. Et donc, le premier garçon qui est arrivé, c'est moi. Voilà. Je suis arrivé dans la rue Hoche. Votre mère était jeune? Très jeune? Elle était jeune, oui, je ne sais plus quel âge elle avait, peut-être 22 ans, 23 ans, pas plus. Hein. Mais il y a une différence importante entre ma mère et mon père. Il y a à peu près 10 ans d'écart. Et elle venait de Toscane, de Santa Croce sul Larno. Santa Croce sul Larno, c'est tout près de Pisa, si vous voulez. Et donc, c'est une commune qui a une particularité, en plus de sous l'Arno. L'Arno, c'est le fleuve. Hein. C'est le fleuve qui passe à Florence, notamment. C'est le fleuve qui passe à Florence. Il y avait les tanneries. Oui. Alors, je ne vous dis pas l'odeur. L'odeur est atroce. C'est connu pour ça. Quand vous allez à Santa Croce. Donc, il y avait les tanneries, et mon oncle, donc l'aîné,
lui, il est parti à Naples vendre les cuirs de Santa Croce. Eh oui. Voilà, donc il a bien évolué, il a eu 2 enfants, Anna Maria et Aldo. Aldo. Voilà, et Aldo, lui, il est devenu artiste, c'est un chanteur et en même temps il est, comment dire, il écrit des musiques, il écrit des paroles, il compose. Il a fait partie du clan Celentano. Ah, Adriano Celentano. Adriano Celentano, qui est connu celui-là. Très connu. Ouais. Et lui, son nom d'artiste, c'est Don Bacchi. Donc on peut chercher sur YouTube. Oui, vous l'avez. C'est un cousin. Il est un peu plus âgé que moi. Ouais. Mais il a une forme fabuleuse et il chante toujours d'ailleurs. Ouais. Il a créé des belles chansons, comme l'Immensità. Ah ben oui. C'est une chanson qui est plus... Et comme par exemple une chanson qui a été traduite en italien par lui, Preghiero. Et là, ça a fait un petit clash avec Adriano Celentano qui lui a pris la chanson, elle était trop bien. C'est vedette. Quel monde impitoyable. Impitoyable. Pire que la politique. Mais lui, il est, comment dire, Aldo, il est un peu mythique, donc il reste dans son truc, l'immensité, tout ça, Preghiero et tout. Il fait un peu des chansons en fonction de ses idées qui sont très humanistes. Ouais. Donc vous êtes né ici, les 2 familles ont pris racine ici. On prend racine à Olioul, non? On fait famille. Oui. À l'époque, eh bien, on était très bien accueillis. Il y avait bien sûr tout un tas de gens, pas très nombreux, mais enfin, des gens un peu intéressants, qui nous appelaient les babis. Les babis. Voilà. C'est les Italiens. Plus les babis que les macaroni. Les babis, c'est les crapauds, les grenouilles? Oui, les babis, voilà. On appelait les babis, d'accord. Mais moi, je vais vous dire, j'ai un souvenir exceptionnel de l'accueil de ces familles, de l'accueil de la paroisse, du curé, de l'accueil des enseignants, les enseignants formidables avec nous, de l'accueil également des clubs, hein, comme le club de foot ou bien la Lyre provençale, qui est la musique dirigée à l'époque par Victor Clément, qui était notre professeur de musique, de clarinette, etc. C'est comme ça que j'ai fait un peu de clarinette aussi. Et je jouais donc à la lyre. Mais c'était familial. Et qu'est-ce qu'il y a d'italien chez vous? D'italien? Moi, je suis français. J'aime beaucoup l'Italie. J'aime beaucoup certaines chansons italiennes. J'aime les opéras de Verdi, par exemple, si vous voulez savoir. J'aime les ouvertures de Rossini. Elles sont brillantissimes. J'adore ça. Mais j'aime aussi les Autrichiens et j'aime aussi les Allemands, parce que c'est des sacrés musiciens. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'italien? Je ne sais pas. J'aime bien manger. Ça, c'est aussi de chez nous, hein? Eh oui. Ouais. Eh oui, ça c'est sûr. Et tortellini in brodo, hein, c'est-à-dire en bouillon. Fabuleux. Dans le bouillon du pot-au-feu qu'on a fait le midi. Bien sûr. Ça, c'est un truc de chez nous. Oui, la clarinette, terminée. Alors, la clarinette, c'est quasiment terminé. J'ai plus le temps de tout, de rien. J'ai un élu qui est, des fois, qui est formidable, qui s'occupe de, que vous connaissez peut-être, c'est Dominique Rigui, qui a la délégation des festivités, des métiers d'art, du tourisme, et qui a beaucoup de casquettes parce qu'il est très très dynamique. Voilà. Alors il est président des donneurs de sang, il a été longtemps président du comité des fêtes. Et du Téléthon. Président du Téléthon, et aujourd'hui il est aussi président de la Lyre provençale d'Olioul. Et en plus il joue du tuba. Et son fils dirige. Et son fils dirige. Et Thomas dirige. Voilà. Et son autre fils,
gère la fabrique d'Anche, Oui. Marca. Alors pourquoi je vous parle de lui? Parce que l'autre jour, il est venu me dire, il me dit, vous comprenez, monsieur le maire, vous êtes... quand vous chantez la coupe au centre, vous allez chanter avec les chanteurs provençaux. Quand les danseurs viennent vous chercher, vous allez danser sur la place des danses provençales. Et vous revenez plus jouer avec la lyre provençale. Alors pour la fête de l'Olivier, vous devriez venir jouer 1 ou 2 morceaux. Ce qui fut fait. Ce qui fut fait. Alors je me suis remis comme un fou pour retrouver un peu de son, un peu comme il faut. J'ai fait réviser ma clarinette par un luthier d'Olioul. Parce que parmi les métiers d'art, nous avons un des meilleurs luthiers d'instruments avant. Du coup, je fais la pub. Hein, Oui. Qui se trouve à la rue Gambetta. C'est un luthier d'âme, hein, mais on ne dit pas une luthière, on dit un luthier. Et donc, j'ai fait réviser, voilà, j'ai un peu travaillé mes gammes, et puis finalement, c'est pas un morceau, c'est 3 morceaux qui m'ont fait jouer, mais je suis content de l'avoir fait. Pourquoi j'ai repris la clarinette? Parce que cet été, en plus, parce qu'au départ, ça vient de moi, ça. Parce que cet été, mon épouse étant malade, était à l'hôpital, donc on n'est pas parti en vacances. Donc je suis resté chez moi, j'ai ressorti ma clarinette. Voilà. J'ai un peu travaillé, et je l'ai dit, j'ai eu le tort de le dire à Dominique. Et voilà la raison. Ça représente quoi pour vous, Olioul? C'est quoi dans votre vie? Moi, Olioul, c'est ce que j'ai dans le cœur, hein, ça c'est sûr, avec des moments difficiles où ailleurs on dévalorisait Olioul, on le traitait un peu comme la pagoule, si vous voulez, du coin. Ça ne me plaisait pas du tout hein, qu'elle me disait ça. Pourquoi on disait ça? Bon, c'est pour se moquer. Moi je me trouvais bien ici, mais qu'il y avait quand même beaucoup à faire, parce qu'il manquait beaucoup de choses. Et donc ça m'a motivé. Voilà, donc on a été, étant motivé, bon, j'étais dans l'entreprise de mon père, après j'ai pris la direction de l'entreprise avec mon frère René. Entreprise de transport? L'entreprise de transport, mais qui a évolué à ce moment-là vers le négoce en matériaux de construction. Pour une raison très simple, c'est que nous étions devenus les transporteurs des autres négociants en matériaux, lesquels négociants en matériaux se sont équipés les uns après les autres de camions. Et donc, vous êtes occupé de matériaux, vous êtes équipé et de nous, matériaux. du coup, on connaissait que ça, alors donc, on connaissait les usines, on connaissait tout, on avait l'endroit où on pouvait stocker et présenter. Bah, vous avez pris des camions, et bien nous, on va faire les matériaux, voilà. Action, réaction. Oui. Il faut se défendre dans la vie quand même un peu. Et donc notre entreprise a très très bien évolué. Et donc, on a eu 2 dépôts, un au Olioul, l'autre à Sanary. Et après j'ai créé un groupe qui s'appelait le groupe Avema, où il y avait 5 négociants en matériaux dans le Var. Et avec ces 5 négociants en matériaux dans le Var, au fil des années, on a adhéré et on a été membre fondateur d'un groupement national qui s'appelle France Matériaux. Après, bon, moi je me suis marié, bien entendu, j'ai eu 3 enfants. Et donc, à un moment donné, il a fallu... on est venu presque me chercher. J'avais une trentaine d'années, on est venu me chercher. Bon, j'étais quand même un chef d'entreprise, j'avais du boulot, hein, pour faire partie d'une équipe. Municipale. Voilà. Cette équipe était pilotée à l'époque par le docteur Domas. Le docteur Domas, c'était un héros de la guerre. Il a été amputé de 2 jambes. Et il lui manquait beaucoup de doigts aussi, parce qu'il a sauté sur des mines, parce qu'il a fait partie, si vous voulez, des résistants de l'époque, qui ont résisté, mais qui ensuite se sont enrôlés dans l'armée de Delattre. Et donc, lui, il a sauté sur des mines en Alsace. Donc, lorsqu'il est revenu à Olioul, bon, il a continué ses études, il est devenu médecin, pareil.
c'était un des meilleurs biologistes de Toulon, était l'associé du docteur Trucy. Parler de Titène Thomas à Trucy, il vous raconte toute l'histoire. Et c'était quelqu'un avec le verbe haut, hein, même des fois grossier. Une grande gueule, on dirait, c'est ça? Oui, ça lui va bien, oui. Ouais. Mais bon, c'est quand même une aura particulière. Donc, et nous, on en avait assez de l'équipe qui était ici, qui était des socialo-communistes, parce que c'était très marqué ça. Et on voulait changer, donc voilà. Et donc on a monté cette équipe, et elle n'a pas réussi. Ah! Elle n'a pas réussi, c'était en 77. Ok. Elle n'a pas réussi, il y a eu juste 2 élus qui ont... C'était, si vous voulez, le panachage à l'époque. Oui. Il fallait barrer les noms et Oui. tout. Truc de fou. Et quand même, il y en a eu 2 qui ont été élus. Oui. Donc il y a eu René Arnoux et Raymond Rousse. 2 qui ont été élus avec M. Durbeck, qui est devenu maire d'Olioul. Nous, on n'était pas élus. Voilà. Donc, lorsque le tour est revenu après, au bout de 6 ans, donc on a reconstitué l'équipe, mais le docteur Domas, lui, avec M. Audibert, tout ça, il ne faisait plus partie de l'équipe. On a rajeuni l'équipe, on a modernisé l'équipe, si je puis dire. Et j'ai proposé, moi, qu'on l'on mette René Arnoux en tête de liste, puisqu'il avait été élu. Oui. Hein, et qu'il a été, c'était vraiment Rousse, lui, il avait un peu glissé vers la tendance d'ici. Très à gauche, oui, d'accord. Oui. Donc vraiment, c'est resté un ami, bien entendu, mais bon, lui, il était dans le camp adverse. Oui. Et nous, on était avec René Arnoux, avec Ferdinand Bernard à l'époque, hein, avec donc Jacques Charbonnel. Voilà, et on a fait toute une équipe d'Olioulais. Et là, on a été élu au premier tour. Ah, carton plein. Ah ouais, là, ça a été un très très grand moment. Je m'en souviens toujours. De quoi vous vous souvenez? De ce moment-là, parce que bon, c'était quand même difficile. Hein, et on voulait sortir les sortants, finalement. Hein, c'était pas si évident que ça. On avait fait une belle campagne. C'était tous mobilisés. C'était dur, les campagnes à l'époque. C'est pas les campagnes d'aujourd'hui. Hein. Pourquoi c'était dur? Parce que tout était permis. Tous les coups sont permis. Et tous les coups, au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les colleurs d'affiches, des fois, ils en prenaient des coups, ou bien ils en donnaient. Ok. Donc plutôt les deux, disons. Donc il y avait ça, il y avait un collet de partout. En fait, c'était une campagne un peu sauvage. C'était partout pareil. Hein. Oui, ça se jouait à la visibilité, quoi. Il fallait être très présent. Oh, c'est nul, ça, de faire ça. Bon. Mais nous, heureusement, on a mené une campagne, à mon sens, plus moderne, c'est-à-dire qu'on est allé chez l'habitant. Oui, taper aux portes. Oui, elle faisait des réunions chez l'habitant. Oui. Des réunions de power. Chez l'habitant, et donc là, on a essayer de faire en sorte de convaincre le maximum de gens. Et on a été élu au premier tour de mémoire avec 55% des voix. Comment on l'apprend ça? Vous êtes ensemble, on vous téléphone, comment ça se passe? Ah ben là, on fait tout. Quand on est dans un village, on fait tout. On dépouille, on tient les bureaux. Donc vous passez des coups de fil? Tout. Ben non, on dépouille, on voit ce qui se passe. Donc, on voit les chiffres par bureau qui montent par centaines, et on voit la tendance. Et la tendance, disons qu'on a gagné. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait un soir de victoire? On boit le champagne. Ah ouais. On se congratule, oui. Hein, parce qu'on a beaucoup donné. Donc, et puis ensuite, on se donne rendez-vous très vite pour fonder et mettre en place le conseil municipal, pour bosser. Les élus, les adjoints, etc. Parce que c'est la fin de la campagne, mais c'est le début du mandat. C'est le début du mandat. Donc le plus gros reste à faire. Le plus gros reste à faire. Et donc on était unis. Donc René Arnoux, maire d'Olioul, Ferdinand Bernard, premier adjoint,
Ensuite, il y avait donc, Jacques Charbonnel, deuxième adjoint, Olivier Roquebert, le notaire, troisième adjoint, et moi j'étais le quatrième adjoint chargé des finances. Ça m'arrangeait beaucoup parce que j'avais quand même beaucoup de choses à faire dans mon entreprise. Et oui. Et je n'étais pas beaucoup disponible. Tous les week-ends, j'allais à la maison avec des dossiers comme ça. Ouais. Vous aviez déjà vos 3 enfants? Oui. Et le lundi matin, je revenais avec des dossiers signés et j'avais 1 ou 2 pages de notes. Oui. Alors pour le personnel, c'était toujours un peu redoutable le retour de Beneventi du week-end. Mais quand est-ce qu'on se dit qu'on va en prendre la tête de sa ville? Quand est-ce qu'on commence à se dire que c'est possible d'être le maire? Me concernant, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu beaucoup plus tard parce que, bon, moi j'avais quand même des handicaps, je n'étais pas disponible. Donc, c'est après, en prenant de l'âge, et puis moi j'ai mes enfants, certains sont venus travailler à l'entreprise. Je me suis dit, bon, ben là, il y a le relais qui est là, donc je vais pouvoir peut-être passer la main petit à petit, et donc je peux envisager quelque chose d'autre. Il y a un premier signe qui est venu à la dernière élection de René Arnoux. Lorsqu'il s'est agi de dire, ben voilà, la délégation de ci, la délégation de là, la délégation de là, et donc moi j'avais la délégation toujours des finances, bien entendu, et à un moment donné, la délégation des affaires culturelles, personne ne l'a bougé. Alors je l'ai prise aussi. Oui. Voilà. Et je l'ai prise avec une petite arrière-pensée. Il faut dire les choses comme elles sont. Je me suis dit, bon, si je veux préparer le futur et si j'envisage, parce que j'étais devenu premier adjoint à ce moment-là. Donc, quand on est premier adjoint, selon ce que veut faire le maire, on se dit, à un moment donné, ça va être à toi. Donc, il faut se préparer. Et donc, je l'ai fait pour me préparer. Ok. Donc, la culture, ça vous permettait d'être plus au contact des administrés, des gens Oui, enfin, ceci dit, j'étais assez au contact parce qu'on avait mis en place un système de comités d'intérêt locaux où on était présent. Les CIL. Hein? Les fameux CIL, où on était présent, et moi j'étais tout le temps présent. J'y allais. Même si ça chagrinait un petit peu l'adjoint chargé des CIL, parce que lui, il avait une ambition aussi d'être maire d'Hollywood. Ambition que vous avez contrariée. Je l'ai un peu contrariée. Oui. Même beaucoup. Oui. C'est quand votre première campagne à vous, en tant que chef de liste, tête de liste? Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que M. Arnoux, il était veuf. Et il a rencontré une dame, donc Paul, qui est devenue sa femme. Nous l'avons mariée ici, dans cette salle. Donc Paul Arnoux, René était marié. Bon, mais Paul, c'est une Corse. Ah. Les Corses, c'est une Corse dans tous les sens du terme. Ok. Donc ça s'est corsé. Et il y avait sa famille en Corse. Eh oui. Voilà. Donc, au bout d'un temps, il a dit, moi, il m'a dit, moi, tu sais, je ne vais pas rester tout mon temps ici à Hollywood. Je suis allé plusieurs fois. Et lui, il est devenu plus corse que les Corses. À un moment donné, ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il était une sorte de patriote corse, si vous voulez. Défenseur de la culture corse. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, il se dit très bien, René Arnoux. Il avait plein de qualités, il chantait très bien. Il était musicien lui aussi, il jouait de la flûte traversière. On jouait ensemble à la Lyre provençale. Oui. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai proposé. Ah ben tiens, j'ai oublié de vous le dire. J'ai oublié de dire, c'est moi qui ai proposé sur la première liste qu'on avait créée à l'époque du temps du docteur Domas. Oui. Je suis venu proposer René Arnoux. Pourquoi je l'ai proposé? Parce que je savais qu'il avait la sensibilité vis-à-vis du public ou pour défendre un groupe. Pourquoi? Parce qu'il était artisan plombier
Et à ce titre, il était au syndicat des plombiers du Var. Je l'ai vu plusieurs fois. J'ai dit, bah, un gars comme ça, il est d'Olioul. Ce qu'il dit, c'est pas bête. Ce qu'il fait, il est chef d'entreprise. Bon, il se débrouille bien. Il défend les autres. Et ce serait bien de faire venir dans cette équipe. Ouais. Et donc, du coup, il a été enrôlé. Et c'est le seul qui a été élu. Avec Raymond Rousse aussi. Raymond Rousse aussi était musicien. Oui, qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait de la trompette. Mais Raymond Rousse, c'était un musicien, pour la petite histoire, hein, puisque vous voulez des histoires, je vous raconte des histoires. Oui, c'est raison. Voilà, c'est l'histoire d'Olioul. Quand il était tout jeune, Raymond Rousse, donc il était plus vieux que moi, il m'avait expliqué toute l'émotion qu'il avait eue le jour où, au Monument aux Morts, ils avaient joué la Marseillaise à la libération d'Olioul. Il y était, quoi. C'est émouvant, il y était. Vous voyez, c'est émouvant, des choses comme ça. Et donc, Raymond, lui, il a fait partie ici du conseil, mais pas de notre côté. Ouais, après, voilà. Il a changé de bord. Voilà, donc je vous ai expliqué comment on avait choisi René Arnoux. Oui. Et donc, René Arnoux ayant été marié maintenant à Paul, qui s'appelle Paul Arnoux, plus jeune que lui, bien plus jeune, à peu près mon âge. Donc. Et René m'a dit, écoute, ça va être à toi, parce que moi je vais prendre ma retraite en Corse, je ne vais pas aller jusqu'au bout du mandat. Ah oui, il n'a pas terminé le mandat. Il n'a pas terminé le mandat. 95. Et en 98, début 98, il prend sa retraite, il va en Corse avec son épouse. Oui. Et donc moi je suis élu en tant que premier adjoint, sans difficulté à ce moment-là, maire d'Olioul, mais pas par les Olioulais, par le conseil municipal. Oui. Et donc je suis en milieu du mandat. Voilà, je suis élu le 11 mai 1998. Ouais. Et la première grande joie, c'est le 12 juillet 1998. Oui, je crois qu'on s'en souvient tous. Tout le monde s'en souvient. Donc, parfait. Où étiez-vous? J'étais devant la mairie parce qu'il me fauchait tous les drapeaux. Et il y avait une ambiance fantastique. Voilà, c'était la folie. Donc c'est la finale de la Coupe du Monde. La finale de la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde, donc que la France remporte, bien sûr, de football. Et comme j'aime le foot, donc ça tombait bien. Et donc voilà comment j'ai été élu. Alors vous me disiez comment après il a fallu voir pour faire la première campagne. Et oui. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai rien changé. Lorsque j'ai été élu maire le 11 mai, j'ai redonné les délégations à tout le monde, y compris à celui qui était au CIL. Donc on a travaillé le mieux possible. Et jusqu'à la fin du mandat. Après, il a fallu se présenter. Et donc là, il y a eu un désaccord. Il y a eu un désaccord avec une toute petite partie de l'équipe, emmenée par Jean-Pierre Richard, donc celui qui était au CIL. Voilà. Même tendance que moi sur le plan politique. Hein. Un gaulliste comme moi, pareil. Mais bon, il voulait, lui, d'accord. Bon. Il était avec un gars d'ici aussi, hein, Pichot, donc qui est bien aussi, hein, qui habite Sanary maintenant, qui est gouverneur au Rotary. Et donc, ils ont montré leur propre équipe. Ouais. Ça faisait tâche. Bon. Donc on s'est présenté, j'ai monté mon équipe, avec comme premier adjoint, j'avais Jean-Michel Huguet. Jean-Michel Huguet, qui était aussi un gaulliste, qui était le grand copain de Jean-Pierre Richard. Eh oui. Ils sont les faire. Ils sont restés copains? Pas trop. Pas trop, hein? Pas trop. Pas trop. Mais bon, après, j'ai constitué mon équipe, bien entendu.
Et on s'est présenté en 2000, je crois, c'est ça? 2000, quelque chose comme ça. 2001. 2001, hein, c'est ça? On s'est 2001, présenté en ouais. 2001. On avait une grosse équipe contre nous au niveau de la gauche, Les socialistes? oui, Ouais. qui ont voulu revenir. Mais on s'est présenté et on a été élu au premier tour. J'étais content. Et j'imagine. J'imagine. Parce Et que depuis, ouais, et depuis, depuis, vous êtes là. et depuis, ouais. Mais quand vous abordez une campagne, est-ce que vous avez toujours un petit trac de vous dire et si ça passait pas cette fois? Et si j'étais plus dans le coup? Ah, on ne peut pas dire qu'on arrive toujours comme ça, comme si c'était gagné d'avance. C'est pas vrai. Non, une campagne, ça se respecte. Moi, je le dis toujours à toute mon équipe. Ils me font tous trop confiance, je dirais. Hein, et je dis attention, il faut travailler. Il faut aller convaincre les gens. Il faut faire la campagne électorale. Il faut monter un programme. Il faut défendre notre programme. Il faut faire des réunions chez le particulier, etc., etc. Ah ben oui, ça c'est ça une campagne. Si on doit repartir, ce sera pareil. Il y a des fois où vous avez tremblé? Non. Non, trembler, c'est pas le mot, mais il y a quelquefois, il y a pu y avoir des petits doutes, parce que c'est un peu la spécialité de la maison, ça. On est en retard tout le temps, dans les travaux, toujours en retard. Alors on devait faire tels travaux, là, si possible, avant les élections. Eh bien non, c'est en plein chantier. Bon, donc se présenter avec un chantier, c'est jamais bon. Il y a un peu ça qui nous contrarie. Ça fait qu'au lieu de faire l'inauguration avant, on la faisait après. Bon. Donc c'est une particularité. Mais les campagnes électorales, je vais vous faire une confidence. J'adore ça. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, c'était pas forcément ma nature. Je ne sais pas si c'est le fait de rencontrer les gens, d'expliquer, d'avoir la passion de ce qu'on veut faire pour Hollywood et d'être encouragé par la présence du public qui vient. Eh bien, ça me plaît, voilà. Vous êtes satisfait du chemin parcouru? Est-ce qu'il y a des frustrations, des choses que vous regrettez? Est-ce qu'il y a des choses que je regrette? C'est sûr qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire autrement. Mais si on fait autrement, ça veut dire que ce qu'on a fait, on ne l'aurait pas fait. Et donc, c'est un peu comment dire, le choix là, qui est difficile. Par exemple, vous êtes à un endroit, là, il y a un endroit qui est magnifique, là. Il y a une vue sur les gorges de Hollywood fantastique. Mais cette vue, elle va disparaître. À la place, il va y avoir un ensemble de bâtiments avec 64 logements, dont 40% de logements sociaux. Il y aura des commerces, il y aura du stationnement, il y aura une promenade en bordure de REP. Si vous voulez, pour ceux qui sont là, ça sera super, y compris pour les Hollywoodais. Mais pour celui qui se pâme là et qui regarde la vue, ben, il n'aura plus. Il faudra qu'il se positionne autrement. Alors, vous voyez, il y a un choix à un moment donné à faire. C'est vrai qu'on aurait pu faire le choix de dire, ah ben, à cet endroit-là, on met que quelques plantations, quelques arbres, encore qu'il ne faut pas qu'ils montent trop. Et on a ça. Oui, mais alors, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans les besoins de la commune. Vous dites que votre politique, la manière dont vous concevez la politique, elle est gaulliste. D'ailleurs, Oui. là, on est dans une pièce où il y a un portrait du général de Gaulle. Dans votre bureau, vous Oui. avez le général de Gaulle. C'est quoi être gaulliste? Alors, être gaulliste, c'est avoir une vision pragmatique de la politique, de ce qu'on a à mener, d'être loyal avec les lois, bien entendu, de la République et avec le public. Et lorsqu'on s'est engagé pour faire des choses, qu'on l'a écrit, qu'on les fasse réellement.
et qu'on n'est pas là pour raconter des salades. Après, on a une vision, bon, De Gaulle disait, j'ai une certaine idée de la France, ben, c'est sûr, et moi j'adhère à ça, hein. J'adhère à cette vision, et bon, Ollioules fait partie de la France, et donc Ollioules doit s'inscrire dans cette certaine idée, et donc les Ollioulais doivent être fiers de leur commune. Et cette commune doit être le mieux équipée possible. C'est pour ça qu'on fait notamment un nouveau quartier culturel ollioulais qui va s'appeler la Noria, où il y aura beaucoup de propositions nouvelles. Et c'est quoi votre certaine idée de la France alors? Non, moi je crois qu'il ne faut pas abandonner notre idée de porter la voix de la France, d'être indépendant, de faire les associations qu'on a à faire avec l'Europe, qui a été une opération, je suis pro-européen. Donc, mais l'Europe, elle s'est trop bureaucratisée. C'est les bureaucrates qui commandent. Non, c'est aux politiques à commander. Voilà, donc il faut respecter les États. Et donc le général de Gaulle, il n'était pas contre l'Europe, ça a été un des premiers Européens. Celui qui a serré la main d'un honoraire, c'est bien de Gaulle. Donc il a bien montré l'exemple. Et quand il parlait d'Europe, il en parlait bien. Donc, mais il fallait que la France soit debout, qu'elle règle le mieux possible tous les problèmes qu'elle a rencontrés, d'une manière pragmatique, bien entendu. Et c'est ça, et comme la France est souvent, encore aujourd'hui, même si elle a baissé, mais encore aujourd'hui, elle est quand même écoutée dans le monde entier, il faut qu'elle garde cette sorte de leadership des idées. Voilà. Le général de Gaulle, il vient d'un monde qui semble parfois lointain. En 2024, ça paraît loin. Très. Il vous inspire toujours. C'est l'homme politique le plus moderne que j'ai connu. Il est toujours d'actualité. Si vous lisez sa vision des choses, c'est d'actualité. Après, en dehors des formules, parce que c'est un littéraire, il a des formules qui aujourd'hui peuvent paraître un petit peu désuètes. Oui. Voilà. Mais le fond de la pensée est toujours valable. Toujours. Qui vous inspire aussi, encore aujourd'hui, dans votre façon de penser les choses? La pensée chrétienne, par exemple. La pensée chrétienne, on met de côté la religion. Hein. Mais la pensée chrétienne, depuis l'origine, c'est ce qui a créé notre civilisation. Donc nous sommes dans cette civilisation, on peut être contre, moi je suis pour, je ne suis pas contre. Je suis pour les traditions, je suis pour, et tout ça, c'est la pensée chrétienne qui est les droits de l'homme. C'est issu de la pensée chrétienne. Hein, parce que je sache, la pensée chrétienne n'a jamais dit qu'il fallait tuer son prochain. Il dit exactement le contraire. C'est l'amour du prochain. Vous aimez vos parents, vous avez peut-être des frères et sœurs, vous aimez vos frères et sœurs. Voilà, mais tout le monde est comme ça. Et qu'on soit chrétien, musulman ou juif, on est comme ça. Vous êtes comme ça? Oui. Votre famille, c'est important? Ça vous a construit? Oui. Mais pas que ma famille, mais les Ollioulais aussi. Pourquoi? Eh bien, pour ce que je vous ai dit au début. Hein, tous les gens que j'ai rencontrés, tous mes professeurs, moi Vous étiez bon élève? J'étais bon élève, oui. Enfin, bon élève, pas brillantissime, mais oui, j'écoutais mes professeurs. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, vos parents? Le goût du travail. Ça ferait sourire, je pense, pas mal de mes collaborateurs, mais... Pourquoi? Mais parce que je travaille trop. Et je suis exigeant.
je demande beaucoup de choses. Même si en vieillissant, je suis beaucoup plus souple. Mais ça me fait sourire de penser à ça parce que 20 ans en arrière, j'étais terrible. Trop, vous demandiez trop? Trop. J'étais pas assez compréhensif. Donc je me suis amendé. Ils sont restés, vos collaborateurs, à vos côtés? Ils ont été fidèles, malgré Oui. l'exigence? Oui. Pourquoi ils vous suivent? Peut-être pas tous. Hein. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'ils vous suivent, selon vous? Je ne sais pas. C'est parce qu'ils adhèrent à une façon de gérer la commune. Je suis aussi reconnaissant, mais avec parcimonie et à bon escient. Ça les fait rire lorsque je leur dis ça. C'est un peu mon leitmotiv. Mais je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je me bats pour eux. Quand je peux, je me bats pour eux. Là où je suis, je me bats pour eux. Pour les avancements, pour tout un tas de trucs. Mais pour moi, ce n'est pas de l'acquis d'avance, si vous voulez. Moi, si on me présente une liste où tout le monde va avoir la même chose, non, ça ne me convient pas du tout. Il faut que ce soit équilibré, en fonction du mérite. D'accord. Vous êtes mesuré. Oui. Oui, c'est ça. Vous parliez de la personnalité d'Olioul que vous aviez à cœur de valoriser, de faire ressortir. C'est quoi cette personnalité? Olioul, c'est le premier véritable village provençal que vous rencontrez lorsque vous venez d'ailleurs, vous allez au bord de mer, ils vont tous au bord de mer. Bon. Puis d'un coup, ça leur prend de venir un peu dans l'arrière-pays. Hop, le premier village qu'ils rencontrent, c'est Olioul. On est à 5 km de la mer. Eh bien, Olioul, c'est ce caractère-là, ce caractère typiquement provençal. Avec donc, bon, des gens qui parlent le provençal, il y en a de moins en moins. Hein. Mais c'est un esprit village, c'est-à-dire c'est les commerçants qui sont chaleureux, c'est la commune qui est, et tout le personnel communal qui est à l'écoute. Alors ça, je leur en suis très reconnaissant parce que c'est la remontée que j'ai. Des gens qui disent, putain, quand on vient à l'état civil, on est accueilli, c'est impeccable, ou là-bas, c'est pareil, on est allé à tel endroit, le service est tel, le service est tel autre. On est à l'écoute. Vous n'avez pas de temps libre? J'ai pas de temps libre, non. Donc vous n'avez pas des activités à côté de votre travail? Non. Quand vous participez à la fête de l'Olivier, à la fin, le dimanche soir, vous êtes épuisé, mais content. Il est venu 25 000 personnes, vous êtes content. Ça s'est bien passé, ouf. Oui. Hein? Il s'est passé plein de choses. On a planté des oliviers, on a rendu hommage, on a assisté à la messe en provençal, on a dansé les danses provençales. Ça m'étonne pas que vous soyez cuit. Hein? Oui, c'est normal que vous soyez cuit. Eh oui. Vous donnez beaucoup de votre personne. Oui. Et vous allez où comme ça? C'est où la prochaine étape? Vous pensez aux prochaines élections? Vous pensez à... Donc là, maintenant, je pense à réaliser dans les meilleures conditions possibles le grand projet urbain de la Noria. Ça, c'est mon objectif matin, midi et soir. Il faut qu'on arrive à ça. Il faut que j'arrive aussi à gérer mon temps, parce que de temps en temps, je prends du retard, que je compense par le week-end, mais c'est plus une vie, ça. Il faut que je m'organise autrement. Et pour terminer, donc on vous découvre très bosseur, très engagé. Et qu'est-ce qu'on ne sait pas sur vous? Est-ce qu'il y a une part de fantaisie en vous qu'on ignore? Vous voulez savoir des choses que je ne vais pas forcément vous dire. Ouais. Mais il y en a? Il y a un territoire fantaisiste en vous? Moi, j'aime beaucoup... je ne suis pas un poète, mais j'aime beaucoup la poésie. Donc, pas la littérature, la poésie. Hein. J'aime beaucoup la musique. J'ai découvert, parce qu'on peut aimer la musique sans forcément aimer l'opéra. Donc j'ai découvert l'opéra, j'adore l'opéra maintenant. Hein, voilà. Je suis allé voir la Chauve-souris, par exemple. Jour de l'an, à Toulon. À Toulon, et pas le jour de l'an, je suis allé le mercredi.
c'était super. J'ai vu mes amis musiciens qui étaient bien installés, ça sonnait, c'était super, une belle musique. Le jour de l'an, je ne manque jamais le concert du jour de l'an de Vienne. Et il y a 20 ans de ça, c'est pas hier, hein, il y a 20 ans de ça, ils m'ont fait un cadeau, ici, là, ils se sont tous liés, ils m'ont fait une surprise pour mes 60 ans. J'ai eu, pour mon épouse et moi, un billet pour aller assister au concert aux Musiques Verein. C'est un souvenir inoubliable, superbe. Et j'ai découvert Vienne, que je ne connaissais pas. C'est vraiment la capitale de la musique. Dans les rues, vous avez des petits groupes de musiciens, vous savez, qui sont partis par là. En pleine rue, il fait un froid de canard des fois. Hein. Vous les écoutez, mais c'est incroyable, comme ils jouent bien, quoi. C'est tous des bons musiciens. Ça vous fait quoi l'opéra quand vous y allez? Pourquoi vous aimez tant ça? Ben, c'est un spectacle complet. C'est complet, si vous voulez. D'abord, il y a l'ambiance du public qui vient, là, qui est là, qui s'installe, ça bruit, ça c'est bien. Après, il y a le rideau qui s'ouvre. Et puis, vous êtes surpris par le décor. Souvent, c'est surprenant. Chapeau, hein, c'est beau. Vous avez les danseurs, vous avez les chanteurs, vous avez les comédiens, vous avez l'orchestre. C'est pas un disque, c'est l'orchestre, là, ils sont là. Vous avez le chef d'orchestre qui dirige à la fois les musiciens comme les chanteurs. Ah ben, vous n'êtes pas toujours emballé, hein, il ne faut pas exagérer. Parce que, bon, les chanteurs, difficile d'être ténor. Ouais. Les sopranos, on arrive encore, il y en a un peu plus, si vous voulez, de très bonnes sopranos, des sopranos colorato, etc. Ça va. Les ténors, les vraiment bons ténors qui ont un timbre, mais c'est rare. C'est quoi votre opéra préféré? Je n'ai pas vraiment des choses... si, le Nabucco de Verdi, ça c'est... Je dirais c'est plus un côté peut-être un peu patriotique, hein, avec le chœur des Hébreux. Ça me faisait, quand j'écoutais ça, pendant un temps, j'en avais la chair de poule. Et Verdi, ça a été, en plus avec son nom, si vous voulez, ça a été le fédérateur du peuple italien. Parce que le peuple italien était à l'époque sous la botte autrichienne. Et Verdi, c'était V comme vive, E comme Emmanuel, le roi d'Italie, vive à Emmanuel, R, Ré, D apostrophe, d'Italia. Vive Emmanuel, Ré d'Italia. C'était écrit comme ça, dans les taggeurs de l'époque. Et ça, c'était... Et le chant des Hébreux, c'est de Nabucco. Oh, Verdi, c'est fabuleux. Ouais, ça vous met la chair de poule. Ouais. Ouais, il y a Verdi hein, comme musicien, Mozart aussi, beaucoup, mais Verdi. Ouais. Et comme écrivain, c'est Victor Hugo. Oui. Ah, Victor Hugo, ça, c'est un monument. D'ailleurs, la salle, grande salle qu'on va faire, ce sera la salle Victor Hugo. Ça, c'est votre signature. Ouais. Et on se quitte, monsieur le maire, sur peut-être votre dicton, en tout cas la pensée qui vous fait vous lever le matin, qui vous fait avancer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous motive? Alors là, ça va faire rire tout le monde. Agir aujourd'hui, c'est mieux vivre demain. Okay. Voilà, tout est dit, c'est ça? Voilà, agir aujourd'hui, c'est marqué partout. Vous voyez. Agir aujourd'hui, c'est mieux vivre demain. C'est tellement évident. C'est le sens de votre action. C'est le sens de mon action depuis toujours. Mais j'ai mis du temps pour retrouver la formule. Ouais. Merci, monsieur le maire. Merci à vous.